Madame, Messieurs, bonsoir. En vedette ce mercredi, Cameroun-Maroc, Yaoundé aux petits soins de Sa Majesté. Le roi Mohamed VI dépêche un avion de médicaments et matériel sanitaire, appui à la lutte contre le coronavirus, réceptionné ce jour par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. C'était à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène où nous attend Yves-Marc Medzo dès l'envol du 20h30. Vacances scolaires, le coronavirus affecte le calendrier. À l'exception des candidats aux examens, les élèves sont à la maison bien avant la fin du 3e trimestre. Que font-ils loin des classes et cours de récréation? Exploration des nouveaux emplois du temps dans ce journal. Préparatifs de la CAN 2021, Garoua ne perd pas le nord malgré la pandémie. Les principales infrastructures sportives et hôtelières de la ville sont achevées. Le 20h30 vous amène balle au pied à la visite du stade omnisport Houndé Adja, rénové à la fin de cette édition. Voilà pour les titres. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Lutte contre le coronavirus, départ immédiat pour l'aéroport international de Yaoundé-Simalène où un important appui médical en provenance du royaume chérifien a été réceptionné ce jour par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. L'aide du roi Mohamed VI a été remise par l'ambassadeur du Maroc au Cameroun, Mustapha Abou. Reportage en Simalène, Yves-Marc Medzo. Aéroport international de Yaoundé-Simalène ce mercredi 17 juin 2020. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, en route pour le Tarma. Dépêché spécialement par le président de la République, Paul Biya, il vient réceptionner pour le compte du gouvernement camerounais l'important don de matériel sanitaire offert à notre pays par le Royaume du Maroc. Sur le Tarma, justement, pendant ce temps, 2 Boeing 737-800 de la Royal Air Maroc, reconfigurés pour les besoins de la cause en avion cargo, se vident sans discontinuer de leurs entrailles. En fait de matériel sanitaire offert à notre pays par le roi Mohamed VI du Maroc et le royaume chérifien, soit un total de 40 tonnes de kits de protection anti-Covid-19 pour préserver des vies et célébrer de manière singulière une relation historique et forte. Vous savez, le Cameroun et le Maroc sont liés par des liens historiques qui, comme je l'ai dit, sont forts et qui sont pérennes et qui englobent tous les niveaux de la coopération. Aujourd'hui, aide vient pour démontrer que l'Afrique doit se prendre en charge et qu'il y a des potentialités en Afrique et que l'Afrique peut s'automédicaliser mais aussi peut se prévenir en attendant rien du tout. Le Maroc, par ses potentialités, et aussi le Cameroun, peuvent constituer une véritable locomotive pour cette coopération afro-africaine. Le matériel offert ce 17 juin 2020 à notre pays est, faut-il le relever à grands traits, entièrement fabriqué dans les usines marocaines. Preuve de toute l'étendue de l'expertise et du génie africain. Le génie africain qui sera ainsi exalté en présence de l'ambassadeur du Maroc au Cameroun, son excellence Mustapha Abou, des responsables camerounais de la santé publique et des autorités administratives, municipales et militaires de la région du centre. Pour le représentant personnel du chef de l'État, c'est la force de l'amitié camerouno-marocaine qui se donne ainsi à voir en grand format. C'est un signe, monsieur l'ambassadeur, le signe d'une amitié solide entre deux pays et entre deux chefs d'État qui se vouent une très haute estime. C'est également le signe de l'attachement des deux chefs d'État et des deux pays à la force de la solidarité africaine. De toute évidence, la cérémonie de ce mercredi 17 juin 2020 à Simalène, bien que brève, aura été riche en symboles.
symbole de la proximité entre dirigeants de deux pays qui se respectent et s'estiment mutuellement, symbole surtout d'une Afrique plus que jamais déterminée à trouver des solutions endogènes aux défis qui l'interpellent au quotidien. À l'Assemblée nationale, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance du 3 juin 2020 qui modifie et complète certaines dispositions de la loi de finances de l'année en cours est désormais sur la table des députés. Il a été présenté au cours d'une plénière présidée par Kava Yegué Djibril. Le chef de chambre a par ailleurs lancé le premier séminaire d'imprégnation des députés de la 10e législature sur les politiques publiques, les grandes orientations budgétaires, les grands chantiers de développement, mais aussi les réformes des finances publiques. Clarisse Tang. Au Palais des Congrès d'Yaoundé, où l'Assemblée nationale a pris ses quartiers, la journée s'est ouverte sur la conférence des présidents sous la houlette du très honorable Kava Yegué Djibril. Siégeant pendant une trentaine de minutes, l'instance a jugé recevable le projet de loi portant ratification de l'ordonnance du 3 juin 2020. Le texte modifiant et complétant certaines dispositions de la loi de finances 2020 a été présenté par le chef de chambre aux élus en séance plénière. Rappelons que la modification a été rendue nécessaire pour prendre en compte la crise sanitaire d'une part et pour mettre en place des budgets d'urgence pour lutter contre la pandémie d'autre part. Ce projet de loi conférera force de loi à l'ordonnance du 3 juin 2020 conformément à l'article 28 de la Constitution. Le projet de loi sera défendu par le ministre des Finances devant la Commission des Finances et du Budget de l'Assemblée nationale. Au cours de cette même séance plénière, le président Kava Yegué Djibril a ouvert le séminaire d'imprégnation des députés de la 10e législature sur les politiques publiques dont l'objectif est d'améliorer l'information des élus sur les différents cadres et instruments qui fondent l'action du gouvernement, des sujets d'importance. Nous échangeons avec eux sur la préparation du budget de l'État, l'exécution du budget de l'État, le contrôle de l'exécution du budget de l'État, les aspects notamment liés à la tenue de la comptabilité de l'État et même la gestion de la trésorerie de l'État à travers l'avènement du grand compte unique du Trésor. Les élus sont favorables à ces éclairages qui permettront de renforcer leur contribution dans la recherche de l'efficacité et de la pertinence des politiques publiques. Un cadre d'échange avec ceux qui ont la charge d'élaborer tout cela nous permet de croiser nos appréhensions du point de vue technique de la réalité. Et en cela, c'est forcément intéressant. Il y a une très grande distance entre ce qui est dit lors de ce séminaire et ce qui est mise en pratique. Très humblement, l'unité des caisses dans un système de décentralisation est un problème. Le compte unique du Trésor est consacré dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées qui venait d'être voté. Il s'agira uniquement pour nous, à travers la mise en place du compte unique du Trésor, d'optimiser la gestion de la trésorerie de l'État en mettant dans une cagnotte commune tous les avoirs liquides de toutes les entités publiques, ce qui va donc nous permettre de mieux faire face aux engagements de l'État dans le court terme, le moment venu. Les travaux de cet atelier s'achèveront dans les prochaines 24 heures. Toujours dans l'actualité parlementaire, 5 projets de loi sont parvenus ce mercredi au Sénat. L'un d'eux était très attendu. Il s'agit du texte modifiant et complétant certaines dispositions de la loi de finances 2020. Ces documents ont été reçus au cours d'une plénière présidée par Marcel Niat Njifenji, président du Sénat. Mathieu Kemgo. Les sénateurs ont du pain sur la planche. En une seule journée, 5 projets de loi leur sont parvenus. Parmi eux, celui relatif à la modification de certaines dispositions de la loi de finances 2020. Ce projet de loi, très attendu en raison de son impact sur la vie des Camerounais, a été confié à la Commission des finances et du budget. Il sera défendu par le ministre des Finances. Autre projet de loi, celui régissant l'activité statistique au Cameroun. Il a été confié à la Commission des affaires économiques et sera défendu par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Les 3 autres projets de loi ont été confiés à la Commission des affaires étrangères. D'abord, celui autorisant le président de la République à ratifier le protocole pour l'élimination du commerce illicite des produits du tabac, puis le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le statut de l'Organisation pour le développement de la femme dans les États membres de l'Organisation de la Conférence islamique,
Enfin, le projet de loi autorisant le président de la République à procéder à l'adhésion du Cameroun à l'accord sur la conservation des gorilles et de leur habitat adopté le 26 octobre 2007 à Paris. Avant de parvenir à cette plénière, ces projets de loi sont passés par la conférence des présidents qui les a tous jugés recevables. Revenons sur cette loi de finances 2020 modifiée, comme vous l'avez suivi, par l'ordonnance du 3 juin dernier. La série du 20h30 sur l'impact de cette mesure nous conduit ce soir au ministère du Développement urbain et de l'Habitat. Avec 35,66 milliards de francs CFA en moins sur le budget initial, ce département va-t-il tenir les engagements de l'État dans le secteur de son ressort? Question à Rodrigue Bertrand-Toueno. Dans la liste des perdants du collectif budgétaire du 3 juin dernier, le ministère du Développement urbain et de l'Habitat arrive au deuxième rang avec une saignée de 35,66 milliards de francs CFA. Le jeudi 5 décembre 2019, lorsque Célestine Ketcha-Cortez, chef de ce département, passait devant les membres de la Commission des finances et du budget à l'Assemblée nationale, dans le cadre de la défense du budget 2020, l'enveloppe de ce département était lourde de 146,108 milliards de francs CFA. L'ordonnance du 3 juin dernier l'a délestée, la ramenant à 111,42 milliards de francs CFA. Un coup de massue au regard des multiples chantiers de ce ministère. Dans le seul segment de l'habitat, le ministre Ketcha avait promis mettre l'accent entre autres sur l'achèvement des travaux de construction de 1675 logements confiés aux PME locales. L'achèvement des travaux de construction de 600 logements dans les chefs-lieux de région autres que Douala, Yaoundé, Bolova et Ngaoundéré. Les ambitions ne seront-elles pas revues à la baisse? Les chantiers de développement urbain qui traînaient déjà, comme celui de l'Ars Essos Mimboman à Yaoundé, ne vont-ils pas carrément s'arrêter? Ces questions ne sont pas valables pour les opérations relatives à l'achèvement des préparatifs de la CAN 2021. L'on ne peut en dire autant pour le budget de fonctionnement qui sera immanquablement impacté, amenant les personnels, aussi bien dans les services centraux que dans les services déconcentrés, à serrer la ceinture, guidés par une devise « faire beaucoup avec peu de moyens ». Parlons maintenant des faits d'armes de l'armée camerounaise qui repousse une bande de malfrats lourdement armés. Celle-ci a attaqué dimanche dernier la localité de Laro. C'est dans le département du Faro. Le préfet de Séan, Babila Akaou, est descendu immédiatement sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Le récit de Jean Foumargue depuis Laro. C'est aux environs de 5 heures que le calme et la sérénité qui régnaient dans la localité de Laro, dans le département du Faro, région du Nord, ont été momentanément perturbés par une visite inattendue des malfrats aux objectifs encore inavoués. Munis des armes sophistiquées, ces bandits avaient pour cible le poste avancé du 33e bataillon d'infanterie motorisée et le poste forestier. Aux environs de 15 heures que les femmes étaient au champ, ils ont appelé la nouvelle qu'ils ont vu les hommes armés dans les buissons. Ils sont rentrés en courant dans le village pour dire qu'ils ont vu les hommes armés. Les coups de feu ont commencé à tonner au poste des militaires. Informé, le préfet du département du Faro, qu'accompagnaient les responsables des forces de défense et de sécurité, est allé, malgré l'accès difficile à cette zone, s'enquérir de la situation. Il faut dire qu'il y a plus de peur que de mal, parce qu'il n'y a eu aucune perte en vie humaine. Et aucun matériel de guerre ou même fusil n'a été emporté. C'est une zone récurrente à l'insécurité compte tenu de l'environnement. D'importantes quantités de munitions ont été récupérées par les éléments de forces de défense et de sécurité. Occasion saisie alors par le préfet d'inviter les populations et les membres du comité de vigilance de cette localité, située à près de 300 km de Poli, à collaborer davantage avec les forces de maintien de l'ordre en dénonçant toute personne suspecte afin de mettre hors d'état de nuire ces malfrats encore en cavale et qui ont promis à travers une lettre laissée sur le lieu de revenir. Plutôt que de coutume, certains élèves hument le parfum des vacances. Je vous parle bien de tous ceux qui ne sont pas dans les classes d'examen et dont le coronavirus a modifié l'emploi de temps et les habitudes. Ouvrons le cahier de leurs nouvelles occupations à la maison dans ce reportage de Barbara Padjama.
Vu de loin, ils paraissent inaccessibles, les autres élèves qui ne sont pas admis dans les établissements en ce moment. Dans la rue à la maison, ils jouent aux petits commissionnaires qui apprennent le savoir-faire. Je prends cela. Nous allons au champ. J'ai la chance d'avoir un lopin de terrain là vers la CAC. Nous allons travailler. Nous rentrons à 14h. De retour, nous sommes à la cuisine. Parce que chez moi, il n'y a pas de sexe. Tout le monde prépare. Les emplois du temps périscolaires n'excluent pas des révisions de grammaire ou de mathématiques. Ceux qui ne vont pas à l'école accompagnent ceux qui vont à l'école parce qu'il faut qu'ils lisent quelque chose. Donc tout le monde est sur la table. Ceux qui ne vont pas à l'école, ils doivent choisir un exercice qu'ils font. Donc on peut assister à la correction. Leur management n'est pas de tout repos. Dans la famille Fouda, après le départ des 2 enfants candidats à l'école, Sébastien, surnommé Monsieur Propre, et Zaveri, en classe de 5e, connaissent chacun leurs devoirs. Jeanne d'Arc, 4 ans, en maternelle, se met en stage d'imprégnation auprès de ses petits patrons de la maison. L'autre info, c'est que le soir, ils ont tous rendez-vous. L'actualité, il faut être à la page. On parlait de Covid-19, il ne faut pas que ça vous surprenne. Il faut que vous suiviez, c'est ce qui se passe au Cameroun et dans le monde entier. Donc nous suivons souvent le journal ensemble. Chez les Belomans, par contre, on ne fait rien d'autre que contrôler. Juste ça. Il y a le corona dehors, on doit veiller sur eux. Ces vacances prolongées ont ouvert la porte à une kyrielle de jeux qui maintiennent les enfants en éveil avant la fin de la récréation. Et pour ceux des élèves et parents qui regardent ce 20h30, écoutons à présent des acteurs du système éducatif camerounais. Ils donnent quelques conseils pour mieux encadrer les enfants durant cette période. Ils s'expriment dans ce reportage de Joël Igor Abanda. C'est déjà la période des vacances scolaires au Cameroun. Et les acteurs du système éducatif sont unanimes. Cette période des vacances n'est pas synonyme de repos total pour les élèves. Bien qu'étant à la maison, les enfants doivent alors rester en éveil scolaire durant cette longue période des vacances, avec un suivi particulier à cause de la situation de la pandémie de la Covid-19. Et pour ce faire, les parents doivent créer un cadre idoine à la maison. L'enfant doit avoir une pression morale en sachant qu'il n'est pas totalement en congé. Il doit non seulement faire ses travaux ménagers, le parent doit soumettre l'enfant à certains exercices. Maintenir certes les élèves en éveil scolaire pendant la période des vacances, mais comment le faire sans pour autant les surcharger? Les enseignants conseillent. Le parent doit continuer de tout faire pour garder l'éveil. Donc leur donner quelques exercices à faire. Les répétitions qui parfois se déroulaient dans des groupes. Les parents doivent prêter beaucoup attention à ce genre de situation. À côté de toutes ces précautions, l'aspect psychologique est aussi important pour ces enfants, qu'ils soient dans des classes d'examen ou dans des classes intermédiaires. Créer de nouvelles activités pour les enfants, plus à la maison qu'à l'extérieur. Les parents devraient profiter pour être plus avec les enfants, pour les aimer mieux et mieux les connaître. Les activités ludiques et sociales doivent alors être synchronisées par les parents et leurs enfants pendant cette longue période de vacances scolaires qui va jusqu'au 5 octobre 2020, mais dans le strict respect des mesures barrières pour éviter la propagation du coronavirus. N'en déplaise aux vacanciers, les personnels médicaux de l'administration pénitentiaire de la région du Centre sont à l'école. Les bonnes pratiques pour la prévention et le contrôle du coronavirus sont au cœur d'une session de formation qui se tient à Yaoundé, initiative de l'Organisation mondiale de la santé soutenue par le ministère de la Santé publique. Alvin Giselze. Ils doivent être prompts à intervenir en situation d'urgence. La surveillance épidémiologique en milieu carcéral repose sur ces personnels médicaux. Cette formation est donc là pour leur donner les outils nécessaires. La dernière mesure du chef de l'État a permis à désengorger notre prison de plus de 7 000 détenus. Aujourd'hui, on tourne autour de 21 000 détenus sur l'ensemble des 77 prisons fonctionnelles de la République. Ce qui nous permet de mieux juguler les crises comme la pandémie du Covid. Ce n'est pas dans toutes les prisons où on a détecté des cas. Il y a certaines prisons qui sont encore saines. L'OMS partage cette vision globale du gouvernement. Nous organisons cette formation qui est une formation de capacitation du personnel de santé des prisons, d'abord au niveau de la région du centre. Et l'objectif est triple, c'est réellement de permettre au personnel de santé de continuer à renforcer les mesures de santé publique. La nouvelle stratégie qui consiste à traquer, à tester et à traiter. La nécessité et les défis de la prévention dans le milieu pénitentiaire sont énormes.
Le plan d'action mis en place repose sur les premiers secours, l'accompagnement psychosocial, la prise en charge des cas suspects de Covid-19. Objectif de cette formation de 3 jours. Déjà en avril dernier, 13 cas de coronavirus avaient été détectés à la prison centrale de Kondengui. La protection des détenus participe à ralentir la montée vertigineuse de cette pandémie. Le nerf de la guerre contre la pandémie, justement mobilisé par le réseau des maires camerounais pour l'économie solidaire. Ce regroupement bénéficie d'un appui d'environ 78 millions de francs CFA, récolte d'une série de conventions signées avec l'Association camerounaise des maires francophones et présenté ce mercredi à Yaoundé au ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Achille Basilekin III dans cet extrait sélectionné par Caroline Ouetté. Nous pensons que le REMSES est un levier essentiel dans le cadre de la riposte contre la Covid, à travers la possibilité de mobiliser les ressources dans le cadre du fonds d'affectation spéciale pour que les acteurs de développement et surtout les acteurs qui sont basés au niveau local puissent ainsi se voir mis à disposition des intrants, de la matière première pour produire à grande échelle tous ces éléments de riposte dont ils ont besoin. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. « 20h50 et cette bonne nouvelle pour les amateurs des chiffres. Le système de collecte et de compilation des données est à nouveau opérationnel après 48 heures d'actualisation. Des précisions avec vous, Évariste Eyenga. Vous êtes au centre des opérations d'urgence de santé publique ici même à Yaoundé, en compagnie de votre expert de ce soir. Bonsoir Évariste, vous êtes en direct. Bonsoir Romial. Les mises à jour du système de collecte, de consolidation et de centralisation des données est à nouveau opérationnel. Vous faites bien de l'indiquer. Le toilettage a été effectué. L'actualisation de certaines applications, c'est un système informatique en réseau avec les 10 régions. Donc il fallait bien revoir un certain nombre d'applications. Donc le réseau est à nouveau opérationnel. Seulement, vous n'aurez pas droit aux chiffres ce soir. Les premières données statistiques avec pertinence seront disponibles à partir de demain. L'hôpital Jameau et son extension de la capacité de prise en charge restent d'actualité. On va y voir un peu plus clair ce soir. C'est en compagnie du docteur Poka Mayap Virginie. Elle est pneumologue. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous êtes également conseiller médical de l'hôpital Jameau. Depuis hier, le ministre de la Santé s'est rendu dans votre hôpital, dans votre formation hospitalière pour visiter et réceptionner 2 bâtiments qui consacrent donc l'extension de la prise en charge à 100 lits désormais. Quels sont les problèmes que cette extension, ce renforcement de capacité vont résoudre? Merci de me convier à cette interview. Tout d'abord, j'aimerais préciser que l'hôpital Jameau avait déjà en son sein 24 lits pour la prise en charge de l'infection à Covid-19 pour les cas modérés à sévères. Et donc, grâce à ces 2 nouveaux bâtiments qui ont une capacité de 76 lits, nous avons augmenté notre capacité à 100 lits. Et de ce fait, grâce à ces nouveaux bâtiments, nous sommes capables, nous avons pu booster vraiment la capacité d'accueil et d'internement de l'hôpital Jameau de Yaoundé à ce qui concerne l'infection à Covid pour les cas modérés à sévères. Par ailleurs, grâce à ces bâtiments qui respectent des normes bien précises, nous sommes à mesure d'améliorer l'organisation, d'améliorer l'orientation des patients au sein de cet hôpital. En effet, lorsqu'un patient est diagnostiqué, il
il suit un certain circuit bien précis qui est totalement différent de ceux des autres patients présentant d'autres pathologies respiratoires. De ce fait, les deux pathologies, tant l'infection à Covid que les autres pathologies respiratoires, peuvent être prises en charge à l'hôpital désormais. Ça, c'est bien entendu. Qu'est-ce qui change à l'immédiat? Qu'est-ce qui était fait et qui ne sera plus fait? Bien évidemment, depuis l'infection à Covid-19, nous notons vraiment un afflux des patients présentant des cas modérés à sévères. Et devant cela, il était difficile, vu les 24 lits déjà disponibles, d'accueillir tous les patients sur place. Nous étions obligés, dans ce contexte, de référer les patients dans d'autres hôpitaux. Ceci faisait en sorte que ces patients, il y avait un délai de prise en charge qui était plus long, et secondairement, ces patients étaient potentiellement en contact avec d'autres cas qui sont sains. De ce fait, actuellement que nous avons ces nouveaux bâtiments conformes, nous sommes capables vraiment de prendre en charge rapidement les patients et de limiter la propagation de la maladie. C'est une bouffée d'oxygène à l'hôpital Jamo de Yaoundé pour le personnel soignant de l'hôpital. On n'ira pas plus loin dans cet entretien qui vient de s'achever. Merci docteur d'avoir accepté notre invitation. Vous avez certainement noté qu'il y a deux catégories de patients qui sont donc pris en charge à l'hôpital Jamo. Il s'agit du cas des patients assez sévères, disait le médecin tout à l'heure, et le cas des patients modérés. Il y a deux autres types de catégories. Il y a les patients asymptomatiques qui sont référés, pour le cas de Yaoundé par exemple, au centre de prise en charge de l'Embe ou alors à Yassa, au niveau des logements. Il y a également le cas des patients dits critiques. Alors là, il faut l'assistance respiratoire et vous le savez, il y a les centres spécialisés, à l'exemple de l'ancien supermarché ex-Orca de Yaoundé. À vous le plateau. Merci Évariste et merci à votre invité, le docteur Poka Maya, pour tous ces éclairages. La suite du journal, sous les cocotiers et les pieds dans l'eau. Les habitués des Kribi doivent certainement se reconnaître. En tout cas, l'activité touristique reprend peu à peu dans la cité balnéaire, aussi bien sur les plages que dans les hôtels et lieux de loisirs. Mais attention, pas de transgression des mesures barrières. Dieudonné Noir à Kribi. À Kribi, dans le département de l'Océan, l'assouplissement des mesures de lutte contre le Covid-19 a favorisé la reprise des activités dans le secteur touristique. Ils sont en train de réouvrir timidement, mais nous pensons, avec les mesures d'assouplissement, que les choses pourront reprendre. Les hôtels, restaurants, snack-bars et sites touristiques qui avaient temporairement fermé ont réouvert leurs portes dans l'espoir d'atteindre la vitesse de croisière et de relancer progressivement le secteur. L'activité reprend petit à petit. Nous avons quand même certaines réservations pour les séminaires. Déjà jusqu'à la fin du mois, je suis réservé. Les week-ends, on a 1, 2, 3 clients, tout simplement, avec une capacité de 60 chambres. Les plages qui accueillaient de nombreuses populations, riveraines et touristes, et les chutes de la Lobé, un phénomène unique au monde, ont été durement frappés par l'épidémie du coronavirus. Aujourd'hui, les visiteurs refont surface. La plage, c'est notre place auquel nous allons chaque samedi avec nos enfants. Vendredi, samedi pour nous recueillir. Le département de l'Océan et la ville de Kribi sont une destination touristique. Les activités doivent donc se poursuivre pour maintenir ce statut et continuer à combler les attentes des visiteurs qui choisissent cette destination. Ceux qui hésitent encore à venir à Kribi dans le cadre du tourisme, le faire. Il faut tout simplement respecter les mesures. Un secteur qui doit résister au choc et reprendre du poil de la bête pour le rayonnement du tourisme à Kribi, au Cameroun. Au Cameroun, justement, il est préconisé la création d'un musée virtuel pour exposer en ligne les richesses artistiques et culturelles du pays. L'idée a été présentée ce jour par le ministre Bidongpat. C'était lors d'une visioconférence qui a mobilisé les pays membres de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, la science et la culture. Il s'entretenait sur les enjeux de la culture en ces temps de coronavirus. Compte tenu des échanges, Laurence Okalia. L'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture s'inquiète pour la culture de ses pays membres. C'est pourquoi le ministre Bidongpat et ses homologues du Maroc
de la Côte d'Ivoire, de l'Arabie Saoudite, pour ne citer que ceux-là, ont tenu cette réunion virtuelle pendant près de 3 heures. Sur la table des échanges, l'avenir de la culture après la Covid-19, les nouvelles orientations du tourisme culturel, entre autres. Cette crise sanitaire provoquant la baisse drastique des revenus des artistes et nous oblige à restructurer nos stratégies de promotion du tourisme culturel en tablant sur la durabilité. Rappelons qu'au Cameroun, le tourisme culturel est un programme d'action transversal. La pandémie qui sévit actuellement freine la promotion de la culture dans ces pays membres. C'est pourquoi il était essentiel de créer en ligne un centre d'application de promotion du tourisme culturel pour connecter le peuple à leur culture. En vendant nos musiques dans le secteur de la télécommunication, nous capitalisons. En conservant mieux nos langues et nos us et coutumes, nous capitalisons. En adéquation avec les politiques gouvernementales en matière des TIC dans le secteur des arts et de la culture, que nous puissions avoir désormais ce joyau. Cette réunion en vidéoconférence est un grand pas pour la promotion de la culture en virtuel. Elle sera d'ailleurs multipliée dans les semaines à venir. Le chef de l'État en première ligne de la riposte contre le coronavirus, Paul Biya, vient d'offrir du matériel aux confessions religieuses de Yaoundé. Les kits de protection étaient remis ce mercredi aux bénéficiaires par le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanganji. Accueil et réaction des bénéficiaires dans ce reportage de Ibrahim Mohamed Abbassi. Ce don du chef de l'État est constitué de cartons de savon, gel hydroalcoolique, seaux de ménage, tapis de prière et autres masques, kits de protection destinés aux fidèles de la cathédrale Notre-Dame de Victoire, de la paroisse EPC Marie Goker et de la grande mosquée de la Briqueterie. À travers ces gestes, le président de la République s'appuie sur la communauté religieuse pour lutter contre la propagation du Covid-19. Le chef de l'État a pensé qu'au-delà de tout ce que nous faisons, si nous voulons que la pandémie soit éradiquée, nous devons également non seulement compter sur nos propres forces, sur nos propres capacités, mais compter sur la force de Dieu. En remerciant le chef de l'État, les leaders religieux ont pris l'engagement de combattre le mal. La communauté musulmane de Fondi remercie le chef de l'État sincèrement. Je peux vous promettre que dans les 3 départements qui relèvent de notre diocèse, chaque paroisse aura ce don et pourra ainsi témoigner en ville comme en campagne de la générosité de l'État. Ainsi, le coronavirus ne passera pas par ces lieux d'adoration. Tout ce que l'État fait de bien, nous sommes derrière pour soutenir avec les prières et tout ce que les professionnels de la santé font. Nous allons vaincre cette bataille. Pour barrer la voie à ces virus qui trouvent un terrain fertile à Yaoundé, imams, prêtres et pasteurs ont uni leur voix afin d'élever des prières vers le ciel. Le sénateur Célestin Kétianga répond à l'appel de la solidarité nationale lancé par le chef de l'État. Le parlementaire vient de mettre à la disposition des administrations publiques de la ville de Douala un important stock de matériel de protection contre le coronavirus. Reportage Aboubakar Abou à Douala. Des actions précises qui répondent au mot d'ordre de riposte au Covid-19. C'est la stratégie pensée et mise en œuvre par le sénateur Célestin Kétianga. Sur le champ de la défense, la caravane de générosité de sa fondation qui sillonne les administrations publiques, notamment la délégation régionale de la santé publique pour le littoral, celle du commerce, la gendarmerie nationale et l'administration fiscale. À chaque étape, l'équipe a remis du matériel de protection. Le chef de l'État a demandé vraiment à toutes les bonnes volontés de mettre la main à la pâte. C'est dans ce cadre-là qu'Honorable Kétianga a pris le devoir vraiment apporter également sa contribution à l'action de l'État. Nous avons apporté des gels, puis des masques. L'action s'exprime avec éclat et par le fait et appréciée par les bénéficiaires, témoins oculaires mais aussi acteurs participatifs. Le sénateur Célestin Kétianga reste proche de la population et de ses besoins. Sa caravane anti-Covid-19 est attendue à Douala 3e dans les prochains jours.
La société Dangote Cameroun apporte sa contribution dans la lutte contre le coronavirus. Elle vient de remettre un don d'une valeur de 100 millions de francs CFA au ministère de la Santé publique. Cet argent servira à protéger prioritairement le personnel soignant. Joséphine Eneke, Dessert TV Centre. D'une valeur de 100 millions de francs CFA, le don de l'entreprise citoyenne Dangote Cement Cameroun est pour l'essentiel constitué d'un stock important de kits de protection. Du matériel qui est destiné à ce personnel, du matériel de protection, des gants, des équipements complètement sécurisés, des lunettes, des casques, de protection pour chaussures. Parce que c'est ça l'option, et comme le directeur général a dit tout à l'heure, si le corps médical n'est pas protégé, évidemment, il ne pourra pas travailler de manière à protéger la population. Donc c'est ça la philosophie générale du don que Dangote Cement est venu faire ici aujourd'hui. Cet apport significatif vient renforcer le dispositif déjà mis en place dans les hôpitaux pour permettre au personnel soignant de travailler en toute sécurité. Dangote est concerné par la santé des citoyens. Il est évident que si le virus se répand, Dangote sera touché par son personnel, mais aussi par sa clientèle. Donc il est évident qu'une société comme la nôtre, qui a au centre de ses activités l'humain, ne peut qu'être intéressé lorsque l'humain est touché. C'est pour cela que nous avons insisté. Et comme on a dit, celui qui protège cet humain-là dans ce cas précis de la pandémie, c'est le corps médical. C'est pour ça que nous mettons l'accent sur le corps médical. Cette contribution est la réponse à l'appel de mobilisation lancé par les pouvoirs publics, auprès desquels la société Dangote entend davantage œuvrer au travers de ses produits pour assurer aux populations de meilleures conditions de vie. De l'argent frais pour secourir les populations exposées aux sinistres naturels et aux attaques terroristes dans l'extrême nord du pays. Un montant total de 6 milliards de francs CFA vient d'être mis à la disposition des communes de Mozogo, Mogobé et Kaikai par le FEICOM et l'Union européenne. Le reportage de Malmoussa Ledoublez. C'est le soutien que Mogodé, Mozogo et Kaikai attendaient. Défavorisés par leur situation géographique et leur statut économique, ces trois communes de l'extrême nord peuvent désormais, grâce à cet argent, assurer une bonne prise en charge des déplacés et des couches les plus défavorisées de leur population. Avec cet appui, nous sommes vraiment très réjouis parce que c'est une grosse manne qui va nous aider à améliorer de manière considérable les conditions de vie de ces populations. L'enveloppe injectée dans les caisses du programme de développement économique et social des villes secondaires, exposées à des facteurs d'instabilité, fait la part belle au secteur de l'éducation. Nous avons vu quand nous avons préparé ce projet combien de personnes il y avait dans une salle de classe, combien de salles de classe avaient été détruites, et il était important que nous puissions apporter dans le cadre de notre action cet appui spécifique. À terme, le projet devra impacter positivement le quotidien des populations cibles. Nous descendons sur le terrain pour voir l'effectivité de la mise en œuvre de ces travaux et nous suivons de près pour l'optimisation des résultats attendus. Ces motos et autres matériels informatiques que les bénéficiaires reçoivent sourire aux lèvres marquent la mise en route de ce projet qui bénéficie de l'appui financier de l'Union européenne et d'autres partenaires au développement du Cameroun. Coup d'œil sur cet atelier pour un meilleur encadrement des jeunes. Le gouvernement est à la manœuvre. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a ouvert ce jour à Yaoundé une formation des personnes chargées de conduire le programme de réarmement moral, civique et entrepreneurial à travers le pays. Mounouna Futsu explique le bien fondé de l'activité dans cette réaction captée par Georges Marcel Messila. Mise en œuvre à titre pilote relever quelques difficultés. En particulier, nous n'avions pas assez d'outils ni de ressources qualifiées pour véritablement impacter le changement de mentalité et d'approche qui était visée. Acte de vandalisme sur les archives du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, des actes de carrière, cahiers de concours et dossiers souches emportés par des personnes mal intentionnées. Conséquence, la disparition des documents et informations importantes transférées il y a plusieurs années dans le cadre de l'organisation du fichier central. Pour évaluer l'ampleur des dégâts, une équipe conduite par le ministre Joseph Lé s'est rendue ce jeudi au garage administratif. Nous reviendrons sur cette information.
Nous sommes bien le 17 juin et c'est la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. Une édition placée sous le thème aliments, fourrage, fibres, production et consommation durable. Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable a donné un point de presse à Yaoundé pour expliquer les actions du gouvernement en la matière. Écoutons Elé Pierre dans cet extrait sélectionné par José Gaëtan Tsanga. Sur le plan institutionnel, nous avons un plan national de lutte contre la désertification. Nous avons sur le terrain des opérations Sahel vert que vous connaissez très bien et qui consistent à reboiser les espaces, disons, qui ont été dégarnis de la verdure. Et cette opération qui avait commencé dans les années 1974 ont repris en 2008 sur très haute institution du chef de l'État. Nous dédions une somme d'1 milliard chaque année à cette opération Sahel vert que nous connaissons très bien. Mais à travers le reboisement, nous avons d'autres actions qui viennent en appui. Et il faut dire que certaines régions du Cameroun sont particulièrement affectées par la désertification. À l'extrême nord, par exemple, plus de 50% des sols sont dégradés, d'où l'opération Sahel vert lancée par le gouvernement il y a presque 12 ans déjà, en guise de riposte. Résultat de cette initiative dans cette correspondance de Lionel Mingué depuis Marois. La situation de la sécheresse et de la désertification reste assez préoccupante dans la région de l'extrême nord, puisque l'essentiel des terres sont dégradées. Plus de 60% des terres dégradées dans la région de l'extrême nord, c'est vraiment raisonnable. Le premier facteur qui accélère la dégradation, c'est la recherche de bois énergie. Il y a l'utilisation abusive des engrais chimiques qui dégradent la fertilité du sol. Du fait aussi de la déforestation, des pratiques d'irrigation inappropriées et du surpâturage, la désertification s'est accentuée, ne laissant pas les pouvoirs publics indifférents. Le ministère de l'Environnement, de par sa délégation régionale, a eu à restaurer plus de 30 250 hectares de terres dégradées et a produit plus de 150 000 foyers améliorés distribués gratuitement aux ménages nécessiteux. Aujourd'hui, nous constatons que certaines espèces sauvages dans le temps qui avaient disparu, comme la panthère, le lion, sont revenues. Il y a la population locale qui récolte de la paille et c'est en termes de centaines de millions. À côté de ces actions de reboisement, il y a aussi l'éducation environnementale des masses qui doit se poursuivre. Il faut leur amener à reboiser les espèces qu'ils trouvent bénéfiques pour eux. Par exemple, le Nîmes. Actuellement, l'huile de Nîmes a plusieurs vertus thérapeutiques. Il faut aussi relever quelques initiatives de certains partenaires de l'État, notamment la GIZ, qui depuis des années expérimente avec succès la solution du charbon écologique comme alternative à la problématique du bois énergie. La page des sports du 20h30 se joue dans le nord. Le stade omnisport Rumde Adja, tout comme l'hôtel de 70 chambres de Garoua, sont fin prêts. Les travaux de ces infrastructures sportives et hôtelières préparatoires à la CAN de football prévue dans notre pays affichent fière allure. Jugez-en par vous-même dans ce reportage de Claver Pascal Ndanga à Garoua. Le stade omnisport Rumde Adja de Garoua dans toute sa splendeur. Le majestueux joyau architectural s'impose au cœur du septentrion et séduit par son élégance. Les différentes tribunes aux couleurs nationales donnent de l'éclat à la pelouse verdoyante, soigneusement entretenue avec un système d'arrosage automatique. Piste d'athlétisme de 8 couloirs au point, éclairage avec 326 projecteurs sur 4 mâts et système de sonorisation de haute facture, les différents compartiments techniques du stade sont configurés suivant le cahier de charges défini par la Confédération africaine de football avec du matériel à la pointe de la technologie. Toutes les fiches, tous les rapports, les certificats de conformité et tout, de tout le matériel, ils sont là. On a donné toutes les données à notre chef maître d'ouvrage. Tout est là installé. Nous avons les techniciens professionnels qui arrivaient de France, d'Allemagne, d'Italie pour mettre en place tous les équipements. Tout aussi opérationnel et fonctionnel, l'hôtel 4 étoiles de 70 chambres qui illumine le quartier plateau à Garoua. Construit également par l'entreprise Mota Angel, cette infrastructure dotée de toutes les commodités s'affirme déjà comme un établissement hôtelier de référence dans le Nord. À ce moment précis, les travaux sont achevés. C'est-à-dire que l'entreprise a réalisé tout ce qui était contenu
dans son cahier de charge. À travers ces infrastructures sportives et hôtelières ultramodernes construites aux normes internationales, la région du Nord et même le Septentrion se positionnent désormais comme un centre d'attrait tant sur le plan national qu'international. Eh bien, n'hésitez donc pas, même avant la CAN, d'effectuer le détour sur Garoua pour profiter de ces infrastructures. Telle est l'actualité ce soir. N'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains, où que vous soyez. Et si vous devez sortir, tâchez de porter un masque. Excellente suite des programmes sur votre chaîne, la CRTV. La télévision, c'est ici. Bonsoir. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. CRTV News, ici, toute l'info.